Tu te souviens de cette époque où il suffisait d'avoir un laptop, un profil Malte et un peu de tchatch pour choper une mission à 700 balles la journée. Cette époque où freelance rimait avec liberté, finance et opportunité à gogo, c'est un peu fini. Aujourd'hui, t'as beau savoir faire du React, du Terraform, du café filtre, t'es en compétition malgré tout avec 200 autres développeurs et développeuses pour le même poste chez Usign. Mais alors, est-ce que l'âge d'or du freelancing est vraiment terminé? Est-ce qu'on peut encore vivre de son code sans vendre son âme ou faire des vidéos LinkedIn en forêt? Et surtout, sans IA dans ta stack, est-ce que tu ne risques pas de finir comme un vieux prompt, mal écrit, ignoré, incompris et foutu dehors? Pour répondre à ces questions de réalignement, je ne reçois pas Nostradamus, mais il s'y connaît en prédiction. Benoît, bonjour. Salut. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Benoît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Écoute, Benoît, artisan développeur, dans ce que j'ai pu faire, probablement l'élément le plus visible, c'est le podcast que j'anime depuis quelques années maintenant. Au quotidien, je suis freelance manager, donc ce qu'on appelle manager de transition. J'aide les boîtes qui ont des besoins de management transitoire. Et j'ai aussi toute une activité autour du freelancing avec le Cercle Tech, qui est un parcours d'accompagnement pour les freelances qui veulent devenir vraiment indépendants. Ouais. Ce que je trouve toujours très beau dans ta présentation, quand tu te présentes en tant qu'artisan développeur, c'est que du coup, tu transmets ce côté très artisanal du métier. Tu te souviens peut-être, mais tu sais, j'avais fait une série d'épisodes artisan ou artiste et tu étais venu faire la conclusion. Ça reste, moi, des discussions que je réutilise régulièrement dans l'illustration de différents propos, parce que je trouve effectivement qu'on a un métier qui est très ambivalent. Et dans cette présentation que tu as de toi, je retrouve toujours ce côté très artisanal et je trouve ça beau. Donc voilà, j'ai envie de le souligner. Merci. C'est un truc que tu gardes, ce côté très artisan, même si aujourd'hui tu fais du management de transition. Je pense que ça me caractérise. Tu vois, si tu le perçois, c'est que ça doit quelque part transpirer à l'insu de mon plein gré. Donc effectivement, avec Artisan Développeur et le Cercle, tu as accompagné beaucoup de freelance à travers les âges. Surtout beaucoup de devs et pas mal de freelance. Ouais. Ok. Et effectivement, on voit un contexte de marché qui est un petit peu différent. On a sous-titré cet épisode Fin de l'âge d'or. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une fin d'âge d'or? C'est une période un peu plus difficile? Comment est-ce que tu décrirais le contexte dans lequel on est actuellement? Pour moi, c'est clairement une fin d'âge d'or. L'âge d'or, on va le redéfinir si tu veux. C'est ce moment où, je veux dire, on a eu pendant 20 ans, 25 ans, un métier qui était extrêmement prisé, un métier qui générait beaucoup de valeur. Moi, je voyais des jeunes parfois ne pas réaliser ça. Même moi, j'avais du mal parfois à réaliser. Il a fallu que je me rapproche, par exemple, du milieu paysan pour me rendre compte de ce que ça fait qu'une journée de travail à 700 €, combien il faut en faire de production de vivants qui va nourrir des gens, c'est juste incroyable. Par rapport à l'industrie, où j'avais un ami qui était DG dans une boîte, il faisait gagner beaucoup d'argent à sa boîte et il facturait 600 € jour. Je pense qu'on a été déconnecté d'une espèce de réalité et que la réalité est en train de nous rattraper, tout simplement parce que le marché a changé en fait. Et donc, tu vois ça plus comme un retour à la normale, enfin, ou à une forme de normalité, plus qu'un renversement de tendance? Je ne sais pas si on peut définir une normalité. Moi, ce que je pense, c'est que ce qu'on a connu est terminé. Et ça fait quelque temps déjà, je crois que j'avais intitulé un épisode La fin d'un âge d'or, point d'interrogation. Pour moi, il n'y a plus de point d'interrogation en fait. À la rigueur, s'il n'y avait que les enjeux économiques, on pourrait
dire ça va revenir. C'est une vague, ça va revenir. On le sent là que d'ailleurs que ça revient tout doucement. Mais structurellement, il y a un petit truc qui s'appelle l'IA et qui change tout en fait. Ouais. Effectivement, on voit depuis fin 2023, début 2024, enfin je veux dire peut-être même fin 2023, début 2022, mais on voit depuis quelques temps effectivement le marché qui petit à petit se retourne, se contracte, se resserre. On a évoqué pendant un moment que c'était un rééquilibrage suite à une période Covid où il y avait eu un besoin en digitalisation extrêmement fort qui avait amené beaucoup de recrutement dans le monde de la tech et qu'en fait, on avait vu les GAFAM licencier massivement. On avait supposé que c'était peut-être juste un rééquilibrage pour compenser la folie des années Covid. Je pense qu'il y a eu ce rééquilibrage, et notamment parce que les capitaux se sont réalloués, les grands capitaux d'investisseurs. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a il y a un double effet qui se coule, qui s'appelle l'IA. Aujourd'hui, moi je vois encore des discussions sur l'IA, sur comment ça va nous impacter, ça va prendre notre job ou pas, c'est pas le sujet en fait. Ça change considérablement les choses en fait. Tu penses là que toi, le retournement qu'on voit aujourd'hui, c'est du fait qu'il y a des développeurs et des développeuses qui sont, entre guillemets, remplacés par des IA ou par des développeurs et développeuses qui utilisent ces outils qui, du coup... Je pense qu'il y a eu ce mouvement de rééquilibrage dont tu parles. Apparemment, ça a l'air de ressembler à quelque chose comme ça, sauf que maintenant, on se prend une deuxième vague en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu tout ça, il y aurait eu juste l'IA. Ça aurait eu, à mon avis, le même effet en fait. Le post-Covid, il y a quand même eu un truc, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer de manière radicale. En tout cas, moi, je viens plutôt du milieu de l'innovation, tout ce qui est milieu startup, scale-up, les trucs comme ça. Dans ces boîtes-là, il y avait quand même une course folle à la dépense, à la levée et à la dépense. Et si tu regardes bien aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est rentabilité. On est revenu dans des clous un peu plus classiques de ce que c'est une entreprise. Et puis, cette espèce de course à la valorisation en pensant un jour faire une exit. Maintenant, de plus en plus, on regarde la rentabilité et la croissance. Les deux sont regardés. Et ça change complètement la donne, en fait. Parce qu'il n'y a plus cette logique de dépenser à foison. Le marché se rééquilibre en termes d'offres et de demandes. Après, c'est un marché, c'est très simple. Hein. Quand il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, si tu détiens l'offre, tu es le roi du pétrole. Et là, c'est juste que le marché est inversé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'offres que ce qu'il y a de demandes. La demande a chuté. Et c'est pas sûr qu'elle reparte quand l'économie va repartir, parce que justement, il y a cet effet de compensation par l'IA. Ouais. Moi, quand je discute avec certaines boîtes aujourd'hui, des scale-up ou des boîtes qui ont des plans de recrutement importants, la question, il n'y a pas plus tard que midi, je suis allé manger avec un CTO, la question qui se posait, c'était, bon, on va virer personne, mais est-ce qu'on va continuer à recruter, quoi? Et est-ce que c'est parce que les IA génératives permettent de générer du code et donc de rendre chaque individu plus productif, et donc c'est ce qui fait que les équipes n'ont pas forcément la même nécessité à grandir, ou est-ce que c'est que l'IA permet en fait une explosion en termes de compétences et de capacités, et que du coup au final on peut plus rapidement et plus facilement créer des features qui vont utiliser l'IA d'une manière ou d'une autre, tu vois, pas sur la génération de code, mais en tant que fonctionnalité. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'effet le plus marquant, c'est le premier. C'est que ça améliore considérablement ta capacité à faire, en fait. Mais c'est comme... pour moi, c'est une révolution. Certains la comparent à Internet. Je pense que c'est encore sous-estimer le truc. À la rigueur, dans notre industrie, ça serait plus le passage de la carte perforée au PC, en fait. Personnel computer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde des auditeurs qui a connu ça. Moi-même, je n'ai pas connu ça. J'ai interviewé une fois une personne qui avait connu ça et qui a connu ce passage. Qui a démarré sa carrière en tant que professionnel. Il faisait des trous dans des cartes. Donc, je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire. Dire que tu as écrit ton code sur du papier, tu l'as écrit en assembleur, et à la fin, ce que tu produis, c'est du binaire où tu viens faire des trous dans une foutue carte que tu passes dans une machine. Et le lendemain, tu as le résultat de ton exécution. C'est comme si tu pouvais faire un build par jour. Et que tu avais le résultat le lendemain. Et puis un build, c'est-à-dire que c'est un petit build. C'est-à-dire que comparativement, ta capacité de journée de build de la journée,
C'est ta capacité à faire des à trous, quoi. faire des trous. Et t'as pas intérêt à te rater quand Ouais. tu sais qu'un humain, il a à peu près 5% de taux d'erreur. Sur 100 trous, t'as peut-être fait 5 fautes. Tu peux pas, en fait. Petite anecdote, est-ce que tu sais que c'est de là que vient le terme patch? Patch, c'est-à-dire. Tu sais, un patch, c'est quand tu corriges un logiciel. Mais non. Mais parce qu'en fait, à l'époque, sur les cartes à trous, quand tu faisais un trou de trop, il fallait que tu couses un petit bout de papier sur le truc. Donc, c'était un patch. C'était un patch énorme. Et donc, ça vient de là, en fait. La correction, quand on applique un patch, c'est qu'en fait, Tu mets- avant, on appliquait un patch sur un trou qu'on avait fait en trou. C'est excellent. Mais t'imagines ce passage où on passe d'un outil où tu as du feedback en 24 heures. Aujourd'hui, ça fait rire. Tu l'as en 5 secondes, d'une seconde. Je pense qu'on est sur ce genre de, tu vois, Changement d'échelle. de changement d'échelle. Exactement, c'est ça, de changement d'échelle. Et puis là, on parle. Moi, maintenant, dès que je parle d'IA, j'essaie de donner une date. Est-ce que c'est, tu vois, enfin, aujourd'hui, on est en avril 2025. Comment ça va évoluer dans 6 mois? Quand tu écoutes les têtes là de chez OpenAI et compagnie, t'expliques que dans quelques mois, c'est plus 90% du code qui va être fait automatiquement, c'est quasiment 100%, quoi. Alors là, malgré tout, je crois que c'était la semaine dernière ou cette semaine, Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, a écrit un truc en disant que, a priori, les développeurs ne seraient pas remplacés par l'IA finalement, mais remplacés par des développeurs qui savent utiliser l'IA. Parce qu'en fait, il y a encore trop de... Ouais, Il y a un manque de fiabilité. ça me paraît assez évident. Je pense pas. Enfin, pour moi, c'est évident qu'on ne sera pas complètement remplacé. Par contre, celui qui prendra ton job de dev, c'est un dev qui fait de l'IA, qui utilise l'IA, quoi, clairement. Vraiment, s'il y a un auditeur qui n'a pas aujourd'hui utilisé un curseur qui l'utilise pas au quotidien, il faut qu'il se pose des questions. Parce qu'un jour, c'est quelqu'un qui va l'utiliser, qui prendra sa place, parce que le gars sera capable de travailler 2, 3, 4 fois plus vite, au-delà de la vitesse, de faire quelque chose de bien meilleure qualité. Enfin, c'est juste incomparable, en fait, le game. Et aujourd'hui, ceux qui sont freelance, tu as une poche de valeur, alors qui est temporaire, mais qui est énorme à aller chercher, parce que le marché reste encore sur des usages et des standards de prix et de coûts de charge de travail qui sont sur les anciens référentiels. Si aujourd'hui tu arrives, moi je l'ai vu plusieurs fois et je pense que pour moi ça me paraît être un minimum de ce que j'ai pu jouer avec l'IA. Il y en a qui te parlent d'un facteur 2. Donc aujourd'hui, en vrai, si tu as un TJ à 600, qui est aujourd'hui très très bien, en vrai, selon ton business model, tu peux monter à 1002, quoi, en fait. Ouais. Et parce qu'en fait, là, on parle effectivement beaucoup de génération de code. Attends, j'essaie de formuler ma question. On a vu, je crois que c'est il y a quelques semaines, il y a un gars qui a fait un buzz fou sur LinkedIn, Twitter et compagnie, parce qu'il a annoncé qu'il n'était pas développeur et qu'il avait créé une app. Je crois que c'était avec Cursor ou avec ChatGPT. Qu'il avait créé tout un service et qu'il mettait ça en ligne et que ça marchait très bien. Et que ça montrait qu'en fait, le métier de développeur ou de développeuse n'avait plus lieu d'être parce qu'en fait, n'importe qui pouvait le faire. Donc, il a mis ça en prod avec beaucoup de fierté. C'était très joli. Sauf que je crois qu'en quelques heures, en fait, il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer de tous les côtés parce que ses accès API n'étaient pas verrouillés. Enfin, tu vois, je crois qu'il a eu une facture sur je ne sais pas quel prestataire qui a flambé en quelques minutes. Enfin, donc, il s'est fait défoncer de tous les côtés. Et au final, il a fait un rollback en disant en fait. Oui, oh là là, il y a des gens méchants sur Internet. Ça marche, mais ça marche pas pour tout le monde, quoi. Enfin, tu vois, il y a une espèce de. Et ça montre bien qu'effectivement, ça fait baisser la barrière à l'entrée, mais ça nécessite quand même de connaître ce métier-là. Ça nécessite de le connaître et ça pose une vraie question. C'est que pour piloter l'IA, il faut savoir faire, pour savoir ce que tu attends, en tout cas pour l'instant. Et ce que tu évoques sur ce gars-là, moi, ça m'a amusé parce qu'on sent qu'il y a une espèce d'esprit de revanche de la part de toute cette population qui ne connaît pas et qui dépend de développeurs. Qui retroussent leur manche en disant « Ah ouais, tu vas voir. Ouais, tu vas voir, je vais prendre une espèce de revanche sur vous. » Bon, ils se font éclater. Mais si tu regardes bien, en vérité, par rapport à avant, là où, s'il voulait faire les choses de manière carré pro, il aurait recruté une équipe de 1, 2, 3, 4 personnes. En fait, aujourd'hui, une personne qui sait bien faire
et qui sait utiliser l'IA, il te fait un truc très bien. Mm. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'on va ne plus avoir de travail, c'est là où avant il y avait la place de 3-4 développeurs, aujourd'hui un seul suffit. Mais en même temps, tu peux aussi voir le truc de dire, oui, mais peut-être que ce projet, il n'aurait jamais vu le jour, et qu'aujourd'hui, il peut voir le jour. Parce qu'on baisse la barrière à l'entrée, donc ça veut dire aussi plus d'innovation, plus d'opportunités. Et la grande question, c'est est-ce qu'au final, il y aura autant de création de richesse ou moins? Parce que si finalement, il y a beaucoup plus d'innovations qui sortent et qu'il suffit peut-être que d'une poignée de développeurs, mais qu'il y en a beaucoup plus qui pop, du coup, parce que les coûts ont baissé, du moment que tout le monde a un travail, c'est OK. Ouais. Oui, Et ça, on n'en sait rien, en fait. la question, c'est est-ce que le gâteau va grossir Ouais. ou est-ce qu'il va se rétrécir. Ou est-ce qu'il va se rétrécir ou en tout cas rester pareil, mais avec plus de gens qui en mangent. Et t'as quand même un gros historique dans l'histoire où, quand les innovations arrivent, le gâteau grossit, en fait, au final. Là, on sent quand même qu'il y a un effet d'échelle qui fout un peu la trouille. Ouais. Parce que l'effet d'échelle est quand même assez violent. Mais où est-ce qu'on va aller? Sur cet usage de l'IA que tu évoques, donc sur ce que ça apporte au métier de développeur sur son quotidien, ça m'inspire deux questions. La première, c'est que, comme tu l'as dit, ça nécessite de connaître le métier pour pouvoir bien prompter ton IA et faire en sorte que ça fonctionne et que ça ne parte pas dans tous les sens et que ça reste quelque chose de stable et de fiable. Il y a une question que je vois beaucoup popper, à laquelle j'ai pas toujours la même réponse, que je sais pas toujours vraiment quoi répondre. C'est mais comment on va faire pour apprendre le métier Ah, mais ça, c'est une vraie question. si on a ces outils-là à disposition tout le temps? C'est une vraie question. Ce qui est ouf avec ces outils, c'est qu'ils sont d'excellents profs aussi. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent t'apprendre ça? J'ai envie de te dire probablement. Mais cette finesse de compréhension de ce qui se passe, de comment que tu as, tu sais, l'adage c'est en forgeant que tu deviens forgeron, c'est sûr que tu l'auras moins. Mais la question, c'est est-ce que tu en auras besoin, en fait? Bah, la question, effectivement, c'est est-ce que tu peux apprendre à compter avec une calculatrice? Est-ce que tu peux apprendre à maîtriser une division, une soustraction, une multiplication si on te fait une calculatrice et que tu fais tous tes calculs avec? J'ai envie de dire que oui, mais en même temps, Pas vraiment, mais la différence, la limite de ton analogie, c'est que la calculatrice, elle fait une fonction. Là, l'AI, elle est capable de t'expliquer comment utiliser la calculatrice et comment compter. alors dans une certaine mesure. Tu vois, je prends un exemple qui est très proche. Donc en ce moment, je suis en train de terminer une série de cours à l'école polytechnique et dans ce contexte-là, on doit créer un projet. Donc j'ai commencé comme je suis le seul développeur de l'équipe, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je m'en occupe, c'est mon truc. Parmi l'équipe, il y a quelqu'un qui fait partie d'un grand groupe industriel français, qui croit au projet et qui nous a mis à disposition un environnement AWS pour qu'on puisse développer le projet. Donc moi j'ai dit, bah cool, en fait, ça va, je suis développeur depuis longtemps, je maîtrise le truc, je vais me prendre un petit chat GPT et puis je vais demander de me faire des fichiers Terraform pour déployer mon infra sur AWS. Je sais ce que je veux des lambdas, je veux une base de données, je veux mon service de machin et compagnie. Et bah, crois-le ou non, en 3 jours, j'ai pas réussi à faire tourner le moindre truc Ah ouais? en environnement AWS parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un niveau de complexité qui est tel qu'en fait, c'est devenu tellement loin de mon métier que juste chez GPT, je disais, ouais, attends, là, ça marche pas, là, il y a ça qui marche pas. Je comprends pas pourquoi il y a plus ça, pourquoi il y a ça, machin. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit à mes camarades, j'ai dit, en fait, on va le faire en local sur ma machine et on verra plus tard avec des vrais spécialistes pour le passage dans le cloud, quoi. Ouais. Bah, ce que tu dis, c'est vrai à l'instant T, en fait. Et probablement, vu les progrès que ça a fait, notamment avec toutes ces questions d'agents, dans quelques mois, ça sera différent. Mais en tout cas, pour l'instant, on a encore un rôle important à jouer. Et à quelle vitesse ça va aller, on ne sait pas. Parce que les gars qui bossent dans ces boîtes-là, forcément, essayent de vendre leurs produits et de se placer, de se positionner. La réalité, on verra bien. On voit bien qu'il y a quand même des limites qui s'imposent à eux. Des limites physiques, en fait, parce que tout ça, c'est virtuel, mais à un moment donné, ça tourne sur des serveurs physiques. Ça pose des questions sur l'approvisionnement en énergie, en puces, la fabrication de ces puces. Quand tu sais que le savoir est condensé dans une toute petite île qui cristallise 2-3 problèmes géopolitiques, on ne sait pas où ça va aller en vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, tu vois, cette question-là, elle me touche particulièrement. J'ai mon fils, mon aîné, qui a 42. Il démarre là, c'est sa première année.
Et je me pose cette question de lui dire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de le laisser aller là-bas, De faire comme papa. de faire, ouais, il a une vraie passion pour ça, donc je me dis, il s'en sortira toujours. Mais parce que je pense qu'il y aura toujours du travail là-dedans. Euh, mais je lui ai dit, mon gars, t'as intérêt à t'accrocher. Parce que ce que t'as connu en me voyant faire, ça n'existe plus. Dès maintenant, t'as intérêt à te bouger le cul, à faire des projets perso. Parce que quand tu vas être en recherche de stage, là, dans 1 an ou 2, le monde aura changé et tu vas être en compétition avec trop de monde, en fait. Donc, il va falloir que tu sortes du lot. Ouais, il y a un changement et une vitesse de changement. Et je partage ton point de vue sur entre le moment où tu commences tes études et le moment où tu vas chercher ton premier stage. C'est plus le même C'est monde. déjà plus le même moment. C'est-à-dire que moi, déjà aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'école, je lui dirais, bah, écoute, je crois que tu vas chercher un travail dans un monde que je ne connais pas. Mm. Parce que je suis déjà un ancien. Mais potentiellement, même lui ne connaîtra pas le même monde que celui qui va sortir 3 ans après lui dans la promo suivante, quoi. Mais c'est évident. Mm. Et dans le cercle, on a pas mal de... donc, le cercle, c'est dédié aux freelance. Il y a un renouvellement de mission qui se fait. Et cette année, on a eu des gens qui n'avaient pas été au contact du marché depuis 2 ans. Parce que la régie, quand c'est bien installé, c'est confortable. Tu pars sur plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Les gars se retrouvent sur le marché, ils prennent une énorme claque en 2 ans. Ouais. Et je pense que dans 2 ans, c'est très difficile de dire. À mon avis, la compétition va être rude. Après, comme cette compétition est dure, il y a un rééquilibrage qui se fait aussi. Les freelances qui étaient là plus par opportunisme, mais attention, pour moi, l'opportunisme est connoté positivement. Ils vont retourner dans le salariat. Et tu auras aussi moins de freelance. Donc, ça va aussi aider à ce qu'il y ait moins de pression. Mais le métier va changer. Tu vois, par exemple, la régie, la manière de vendre son savoir-faire. Déjà, la régie, pour moi, c'est extrêmement limitant pour le freelance. Mais je pense que ça a de moins en moins de sens dans un monde où ta compétence peut s'exprimer de manière tellement différente quand tu as un outil comme l'AI, quoi, tu vois. Ouais. La deuxième question que j'avais sur cet usage des IA génératives pour les devs, c'est que je me demande s'il ne faut pas qu'on arrête de... C'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé à un moment dans l'histoire de notre métier où il faut considérer que là, maintenant, en 2025, il n'y a plus de débat. Il faut utiliser une IA générative pour coder au quotidien. Et quand on fait un débat de est-ce qu'il faut utiliser l'IA pour un développeur ou une développeuse, c'est comment est-ce que tu utilises l'IA dans les fonctionnalités que tu développes. Comment est-ce que tu mets un agent, comment est-ce que tu vas enrichir ta fonctionnalité, ta feature, ce que tu veux, avec effectivement un peu d'IA dedans. Enfin, c'est pas juste être utilisateur d'une IA générative, mais c'est être réellement... Comment tu vas la mettre au service de tes utilisateurs. Et parce que ça, je trouve que c'est encore pas suffisamment ancré à quel moment est-ce que l'IA peut me permettre de faire des choses que je ne peux pas faire autrement, quoi. Mais là, on part dans une réflexion produit plutôt. Ouais. Si tu vas plus loin, tu peux même te poser la question de comment est-ce que je construis mon produit. C'est-à-dire au sens de, est-ce que ça fait encore du sens qu'il y ait des boutons dans mon produit? Est-ce que ça fait encore du sens qu'il y ait l'interface que je suis en train de créer? Est-ce que mon produit de demain, en fait, c'est pas une API que je connecte à une IA par un protocole MCP, tu vois? Quand tu regardes, moi, j'ai été assez choqué comment ChatGPT, du jour au lendemain, en ce qui me concerne, a remplacé Google dans le search. Mais du jour au lendemain, le jour où ChatGPT a été capable d'aller chercher des choses sur Internet, de les analyser, de les compiler, d'analyser mon besoin et de me faire une réponse aux petits oignons en me mettant toutes les bonnes refs qui vont bien, sans pub, sans tout ce merdier autour que tu peux du GDPR, de toutes ces bannières, de toutes les pubs, de tous ces trucs. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, si j'étais Google, je serais un peu stressé, moi. Je crois qu'ils le sont un peu. Je crois qu'ils ont après, un peu peur. Après, ils sont assis sur une telle montagne d'or qu'ils ont de quoi voir venir, mais waouh. Et est-ce que tu as identifié, est-ce qu'il y a encore des recherches que tu vas faire sur Google parce que tu sais que... À chaque fois que j'y vais, c'est déceptif. Ok. C'est ultra déceptif. Ouais.
Non, je vais plus sur Google en fait. Si on revient à notre sujet d'origine, qui est la fin de ce fameux âge d'or, tu évoquais tout à l'heure effectivement des gens qui ont été en freelance pendant un long moment et qui reviennent sur le marché du travail en recherche de mission et qui découvrent un marché qui s'est effectivement retourné. Parce qu'effectivement, tu disais aussi de cet Eldorado du freelance, hein, qu'on a connu des gens qui partaient en freelance parce qu'en fait, tu choisissais tes horaires, tu étais quand même très bien payé, tu pouvais le Bah, faire d'où tu voulais. tu choisissais tes horaires plus ou moins, ça dépendait. Mais si on parle du truc qui a été hyper classique, qui était de passer à la régie, tu étais assimilé salarié, tu n'avais pas les avantages, mais par contre, tu gagnais beaucoup plus. Hmm. En fait, il y a une époque, peut-être que quand on écoutera cet épisode dans 10 ans, ça fera sourire, mais il y a quand même eu une époque où tu pouvais passer du jour au lendemain un CDI freelance, ça ne changeait strictement rien à ton quotidien, si ce n'est que tu doublais ta paye à la fin du mois, pour la faire courte. Hein. Nous, avec le cercle, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener les gens qui étaient dans cette situation, ou qui le sont encore, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont dans ce mode-là, à se poser des questions et à devenir vraiment entrepreneur, c'est-à-dire vraiment s'approprier cette posture de freelance et plus être dans une forme de salariat déguisé, parce que je crois que ça peut être un mode de vie hyper intéressant. J'ai envie de rester freelance. Tu vois, moi, récemment, j'ai vu passer des offres qui m'ont fait baver et qui étaient juste fantastiques, notamment autour de l'AI. J'ai pas suivi parce qu'en fait, je veux garder ma liberté. Mais c'est juste un choix, et c'est pas d'ailleurs un choix sur le plan financier très intelligent, mais c'est un mode de vie que j'ai envie de conserver. Et ça, je pense qu'il va falloir de plus en plus se battre pour maintenir ce mode de vie. Et à mon avis, on va plus se rapprocher de freelance qui ont un peu la vie dure, comme les designers, ou tous les freelances qui vont être dans la com, ou par exemple dans tout ce qui est gestion des ads, ou des trucs comme ça, où il faut aller le chercher, le client, où il y a de la concurrence, où c'est dur. Euh, mais ça existe encore. Et ces gens-là, ils ont un mode de vie qui est aligné avec ce qu'ils ont envie de vivre. Et c'est, à mon avis, aujourd'hui, être freelance, et dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, il faut vraiment que ce soit un projet de vie, en fait. Et plus simplement une opportunité. Parce qu'il y a tellement de demandes que tu fais ça et tu as 10 recruteurs à tes pieds. Aujourd'hui, c'est les recruteurs qui fuient les développeurs. C'est très drôle comme les choses se sont inversées. Et maintenant, tu vois les développeurs sur LinkedIn qui râlent en mode ouais, le recruteur, il m'a ghosté. Et tu fais ouais, les gars. Ouais, on est vraiment pas habitué à ça, quoi. Ouais, tu sens qu'il y en a qui sont un peu vexés, quoi, tu vois. Bah ouais, les choses ont changé. Et donc ça, effectivement, ce dur retour à la réalité pour certains freelances, il y a effectivement le fait de ne pas être rappelé, de ne pas être démarché, débauché à tire-larigot. Est-ce que tu vois des développeurs, enfin, des gens en freelance qui commencent à envisager de se dire je vais plutôt passer en CDI? Ah, mais plein, Ok. bien sûr. Ouais, mais enfin plein. Oui. C'est pas juste je baisse un peu mon TJM pour devenir un peu plus compétitif? Tu as ça, tu as une petite baisse de TJ, plus ou moins consentie. Hein. Un jour, le client t'appelle et te dit ah, bah maintenant c'est moins 10%. Et tu fais bah non, bah si, bon d'accord. Tu as ceux qui ne retrouvent pas de mission parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Pourtant, il y a de l'expertise, mais nouveau contexte géographique, refus de s'adapter à la situation du marché. Ou aujourd'hui, tu pratiques plus les TJ d'avant. Les TJ, ils ont pris 20% de moins. Et c'est comme ça, point. Et encore, si tu as à moins 20% et que tu trouves une mission sympa, tu es content. Tu as tout ce mouvement. Le Covid a fait un énorme boom, un énorme boost sur le remote, le travail à distance. C'est clairement énormément remis en question dans beaucoup d'endroits. Voilà, toutes ces choses-là font que c'est plus comme avant, quoi. Et donc aujourd'hui, tu déconseillerais à des gens qui ont envie de passer freelance de le faire si c'est pour, enfin au-delà d'un choix de vie comme tu disais. Ouais, si c'est par opportunisme financier, je dis attention, danger, parce que après tu prends peu de risques, hein, en vrai. Donc si tu as vraiment une opportunité de le faire, genre tu as un client qui te signe un contrat à long terme, un tarif intéressant et c'est cool pour toi, bah, vas-y. Mais faire ce choix de dire je démarre, je n'ai pas de clients, j'ai pas de prospects et je me lance, ça va arriver. Ouais, fais gaffe. Oui, ça va arriver, mais dans 3 à 6 mois, peut-être pas à la mission de tes rêves, peut-être pas à l'endroit de tes rêves, parce qu'aujourd'hui, le remote, c'est fini, parce que les TJ ont pris cher, parce que quand il y a un poste qui s'ouvre, tu as
as des centaines de gars de concurrence en face, quoi. Ouais. Et puis, plus le temps passe sans mission, plus T'as la pression, tes réserves tu baisses tes personnelles. TJM parce que Ouais, tu as besoin de travailler, quoi. ouais, ouais. Tu évoquais tout à l'heure qu'il existait peut-être encore une poche de revenus sur effectivement ceux qui ont une capacité à aller bien utiliser des outils d'IA générative pour être du coup plus productifs que d'autres. Est-ce que... Parce que tu vois, j'avais fait un épisode au tout début de ce podcast où on parlait effectivement de ce qu'on peut maintenant appeler au final l'âge d'or, de la bonne époque. Et notamment, en décortiquant un peu, on voyait que, en gros, pour les développeurs et développeuses juniors, le marché du travail était quand même un peu compliqué. Que certes, pour ceux qui avaient entre 2 à 6 ans d'expérience, là, c'était vraiment tapis rouge à tous les étages. Mais dès que tu commençais à monter vraiment très haut dans les niveaux d'expérience, là, ça pouvait redevenir compliqué parce que tu étais sur des niveaux de salaire qui étaient peut-être un petit peu trop élevés ou ce genre de choses. Mais que donc, pour le gros de la population, c'était l'âge d'or, mais il y avait quand même des gens pour qui c'était encore compliqué. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, au final, quelle que soit la techno, quelle que soit ton expertise, quel que soit le sujet, le marché s'est retourné et c'est compliqué pour tout le monde? Ah oui, je pense. Ou est-ce qu'il y a des technos ou tu vois, des sujets où pour toi, il y a encore un peu d'espoir? Alors, j'ai pas encore le. Ben, je sais pas s'il faut parler d'espoir. Moi, je pense que. Je crois pas que l'état du marché qu'on a connu, même s'il était cool pour nous et était très sain, parce qu'il y a quand même une époque où il suffisait que tu saches allumer un ordinateur et tu avais un job, quoi. Euh, euh, Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient là parce que il fallait manger, ils avaient aucun appétit pour leur travail, aucune passion, aucun goût du savoir-faire, aucun. Vraiment, il y avait tu avais vraiment cette sensation d'être à l'usine sur la chaîne le gars, il passait sa journée à faire des pièces et puis ça avançait. C'est pas comme ça que je perçois mon métier et que j'ai envie de le vivre. Donc, ça me, ouais, enfin voilà, ça me touchait pas plus que ça. Euh, j'ai pas non plus une vision 360 du marché où tu vois, j'ai une vision plutôt indirectement des discussions que je peux avoir. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est touché. Ok. Voilà. Après, j'imagine bien sûr qu'il doit y avoir des poches, tu vois. Je sais pas, par exemple, l'IA, j'imagine qu'il y a elle s'entraîne quand même sur des langages, sur du code qui est produit. On le voit bien, il y a des technos, les technos qui sont plus jeunes ou plus de niche, l'IA a beaucoup de mal. Bah, j'imagine que sur ces poches-là, il y a peut-être, on va être moins impacté, pas tout de suite, et encore s'il n'y a pas des impacts économiques, mais j'ai l'impression quand même que le mouvement est assez global. C'est-à-dire que pour toi, les développeurs COBOL, ça reste le safe space ad vitam aeternam, quoi. Moi, je trouve ça assez fantastique. Je serais curieux de savoir ce qu'est capable de faire l'IA là-dessus, tu vois. Ouais. Bah, justement, je parlais de ça avec quelqu'un qui me disait que s'il y avait bien un cas d'usage où l'IA était assez incroyable, là, on n'était plus sur des facteurs 2, mais plutôt sur des facteurs 10, voire plus, c'est sur la traduction de code. Mm. Et la transformation de code sur la rénovation de code, quoi. Parce que l'IA est capable de comprendre l'intention et est capable de te la restituer dans un autre langage et plutôt pas trop mal, quoi. Donc, il y a... Enfin, Bah, surtout qu'en fait, la traduction d'un programme pour un LLM, c'est comme traduire du français vers du russe, en fait. Tu vois, c'est exactement ça. C'est juste de la traduction. Et donc, en fait, ils font ça extrêmement bien. Ils sont surentraînés d'une manière colossale. Et donc, effectivement, ouais, la réécriture de code, ça, c'est quelque chose... moi, j'ai eu quelques discussions aussi avec des CTO qui m'ont fait part de projets de refactor... Enfin, même pas de refactoring, c'est-à-dire que j'ai eu un CTO qui m'a raconté que ils avaient une app en Swift et une app en Java. Ils ont voulu tout mettre, je crois que c'était en Kotlin. Le projet avait été budgétisé pour faire genre une équipe de 6 personnes pendant un an, tu vois. Ça a été fait pendant 3 mois en 3 mois par un ingénieur qui a prompté le truc, bout par bout. Mais en fait, petit à petit, tout a été traduit en Kotlin. bah, ce que tu évoques, c'est une illustration parfaite de ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, il faudra toujours quelqu'un, mais là où avant tu avais une équipe, demain, une personne très compétente sera capable de faire le même taf, en fait. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer ou pour toi c'est la nouvelle réalité
Tant qu'il y aura de l'électricité et des réseaux, oui. Donc, c'est-à-dire que tu penses que cette situation du marché du travail, Ah ouais, c'est notre nouvelle réalité pour ouais. un long moment. Et je suis pas sûr qu'on soit pas déjà sur un point haut, tu vois. Mm. Donc après ça, j'en sais rien. Mes talents de prospectiviste sont assez catastrophiques. Donc, par contre, ouais, je le vois plus comme un changement de paradigme que comme une crise. Cette idée de crise, il y a une idée d'état initial, de crise, et puis de retour à l'état initial ou légèrement changé. Là, pour moi, c'est juste une nouvelle réalité. Il faut être capable de l'absorber en sachant que, comme on l'a vu, si tu regardes en 2 ans comment les choses ont changé, d'ici à dans 2 ans, si tu veux, on se prend rendez-vous pour dans 2 ans, on refait un épisode et on va juste se dire waouh, mais c'était juste même pas envisageable ce qui s'est passé. En fait, on l'aurait même, on aurait peut-être même pas. Je pense que ce qui va se passer dans les prochaines années, on ne sait pas vraiment se le représenter en fait. Mm. Donc c'est bien les travaux de prospective parce que ça permet de prendre conscience qu'on est en train de vivre quelque chose de ouf. Je sais pas si Gutenberg, quand il a fait quand il a fait sa machine, qu'il a commencé à sortir des trucs où les mecs ils n'avaient plus besoin de passer des heures à écrire, est-ce qu'il s'est dit, waouh, on est en train de faire un truc de ouf, mec, tu vois, On va changer le monde. on va changer le monde. Je suis pas sûr. J'en sais rien, peut-être. Hein, j'espère qu'il avait cette conscience-là. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment. Mais alors, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Il y a à la fois une forme d'excitation folle et en même temps de se dire waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour je m'excuserai à mes petits enfants si j'en ai, si l'état de la planète permet d'avoir encore des petits enfants. Peut-être que je m'excuserai, tu vois. J'aurai peut-être mes petits enfants qui me diront mais papa, mais papy, qu'est-ce que vous avez foutu? Et vous étiez pété du casque ou quoi? Mais comment tu veux résister? En tant que développeur, on a l'occasion, alors pas moi, j'y participe pas, mais dans notre métier, à créer une intelligence qui potentiellement peut dépasser l'intelligence humaine. Il y a quelque chose d'assez fantasmatique, d'interdit, qui est ouf là-dedans. Et donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'intéresser Ouais. au sujet, quoi. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, ça, Atman, le moment où j'ai vrillé, c'est quand j'ai compris qu'il n'avait aucune part d'OpenAI. Et il dit, plus tard, si j'avais su, j'en aurais pris. Parce que combien de VC ont refusé de financer parce que j'avais pas de part dans la boîte. Et je regrette. Alors l'intervieweur essaye de lui gratter. Ah, et alors, combien vous voudriez, combien vous estimez que vous méritez? Il répondra pas à la question, évidemment. Et là, et le mec parle de sa passion, de dire, mais attendez, mais moi, je travaille au quotidien à fabriquer une super intelligence avec les gens qui sont les meilleurs de la planète. Je vis juste ma meilleure vie de rêve de gosse, quoi. Donc, au départ, qu'est-ce que j'en ferais, quoi. Ouais. Donc, je m'inquiète pas pour lui, il doit être bien traité. Mais tu sens qu'il y a une espèce de vocation à porter ça, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, on est un peu tous comme des gamins. C'est-à-dire que si on avait tous l'opportunité de travailler dans l'équipe de Sam Altman, on serait comme des oufs, entourés de gens C'est aussi incroyable. brillants, travailler sur un truc aussi fou. C'est effectivement complètement dingue, quoi. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer où on sera dans 3 ans, parce que l'arbre des possibles paraît tellement, tellement vaste que tu te dis qu'il y a forcément tout un pan de l'arbre que tu vois pas du tout, et puis qu'en plus il y a une forêt derrière que tu peux même pas imaginer. En fait, il y a ce qu'on imagine, il y a ce qu'on rêve, et puis il y a tout le reste encore derrière, quoi. Mm. Attends, j'avais une question qui vient de se barrer. Ah oui, si, tu parlais de... tu disais que au final tout ça c'est un marché et que c'est la loi du marché qui fait que tu as des TGM qui baissent pour se rééquilibrer et compagnie. Tu as évoqué aussi que effectivement pendant très longtemps on a été un métier très, très, très attractif que des gens sont donc venus faire par opportunisme. Je pense que les gens qui font ce métier par opportunisme sont peut-être pas les plus heureux du monde parce qu'on fait quand même un métier un peu particulier où on prend du plaisir à se confronter à des problèmes euh, parfois, parfois difficiles. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'avec ce retournement de marché, en fait, on va avoir moins de gens opportunistes débarquer, on va avoir moins de formations de 3 semaines de gens qui se retrouvent estampillés développeurs après avoir en gros appris à allumer un IDE.
et qu'au final, l'offre va aussi se rééquilibrer avec la demande et qu'en fait, on va revenir peut-être à quelque chose. Tu vois, cette fois, c'est peut-être que on est dans un creux du balancier et que le temps que le potentiel des gens qui veulent faire ce métier-là se rééquilibre avec ce qui est vraiment nécessaire. Ouais, là, tu parles des nouveaux entrants. Oui, mais même, tu vois, tu parles des gens qui sont arrivés là par opportunisme, qui décident par opportunisme d'aller à nouveau ailleurs. Après, oui, c'est évident que ça va arriver. Les gens qui sont arrivés par opportunisme, il y en a, j'en connais, qui ont pu découvrir la passion qui pouvait se cacher derrière le métier et ça, c'est chouette. Euh, Moi, je pense que le sujet, c'est même pas tant les nouveaux entrants, c'est ceux qui sont déjà formés en fait. Mm. Donc, c'est sûr que si aujourd'hui tu écoutes cet épisode et tu envisages faire une formation courte là, de type bootcamp de quelques mois pour te lancer, réfléchis bien quoi. N'y mets pas toutes tes économies, ne prends pas un crédit parce que ça sera quand même super intéressant. Tu apprendras plein de trucs. Je pense qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on apprend aux enfants de plus en plus tôt à échanger avec un ordinateur, à communiquer avec un ordinateur, à programmer un ordinateur, je pense que oui, c'est important parce que ça va faire partie du quotidien des citoyens. Maintenant, si ton projet, c'est d'en faire un métier, sois prudent. Et même, je te dirais, ce que j'ai dit à mon fils, si tu fais une formation longue, vraiment structurante, tu as intérêt à être très déter, quoi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore c'est quoi le facteur différenciant pour toi d'un freelance ou peut-être même aussi d'un salarié face à toute cette concurrence sur le marché? Bah, un des facteurs différenciants, ça va être l'expertise. Et sinon, après, ça va être la création de produits. Nous, avec le cercle, ce qu'on a fait, je veux dire, le cercle, on forme les freelances à devenir indépendants. Ça veut dire à plus dépendre de quelqu'un d'autre pour vendre son savoir-faire. Et aussi l'aider à transformer son savoir-faire en autre chose que de vendre de l'heure, en fait. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était quoi ta question? De comment est-ce qu'on peut se différencier? Bah, voilà, en fait, se différencier, ça peut être soit très technique si tu veux devenir un expert de ton savoir-faire. Et là, je pense qu'il y a de la place. Soit en changeant et en faisant évoluer ton modèle en fait. Soit parce que tu passes sur des logiques de forfait, par exemple. Et là, tu vas avoir des effets de levier intéressants avec les outils qui existent. Soit parce que tu vas créer un produit. Et le cercle, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui-même un produit. Et donc, les gens qui rejoignent le cercle voient de l'intérieur comment est-ce qu'on crée un produit qu'on commercialise ensuite. Quoi. Donc en fait, c'est être capable de créer de la valeur, pas uniquement de créer des lignes de code. Ouais, tout à fait. Qui devient inconsommable. Bah, on voit que ça devient de plus en plus une commodité, quoi. Ouais, une commodité. Ouais. Et donc, le prompt engineering, pour toi, c'est une nouvelle corde à notre Ouais, œuvre. je pense que c'est une vraie compétence. Alors, j'ai un petit peu bougé sur ça parce que clairement, les modèles sont de plus en plus affûtés pour comprendre l'intention. C'est un vrai sujet, visiblement. Il y en a, je sais pas s'il y en a qui ont vu tu as vu l'usine à trombone ou pas? Non. C'est une vidéo, je t'invite à aller la regarder, l'usine à trombone. Quand on m'a fait ce conseil, bah tiens, je sais qu'à la fin, j'aurais dû la garder pour la fin, celle-là. C'est une vidéo, tu comprends pas au début où il va, et il y a un moment où tu dis ah quand même, et après tu peux plus décrocher de la vidéo. Alors Pétard, décidément, je perds le fil. Pourquoi je te parle de ça? On parlait du prompt engineering et du fait Oui. que c'est une nouvelle corde. L'IA comprend de mieux en mieux l'intention. Donc, c'est de moins en moins un sujet. Mais il y a quand même une question de savoir-faire, ne serait-ce que pour d'imaginer les cas d'usage qui sont possibles. Moi, j'en découvre tous les jours. Enfin, moi, j'ai une utilisation quotidienne de ChatGPT aujourd'hui. C'est quotidien. Et pour tous les pans de ma vie. D'ailleurs, en ce moment, plus sur des sujets perso. Et le dernier truc en date que j'ai expérimenté, mais un petit peu sans le vouloir, je lis un bouquin, alors je le lis, je l'écoute en audio, parce que dans le train et que moi, mes yeux fatiguent très vite. Sauf que je retiens pas, je prends pas de notes, et je me rends compte que si jamais je fais que écouter,
Ça rentre, peut-être que ça va bouger 3 neurones, mais ça va pas persister, quoi. Et là, il y a un livre que j'ai vraiment envie de potasser. Et je me dis, comment je peux le faire sans avoir de stylo, sans pouvoir prendre de notes de manière très classique, comme j'ai appris à l'école. Et donc, dans le train, j'écoute. Et quand j'arrive, je lui demande, fais-moi un résumé, s'il te plaît, de tel chapitre, de tel chapitre, de tel chapitre. Et là, en l'occurrence, il se trouve que c'est un bouquin qui permet de développer des compétences relationnelles. Donc, je lui demande, décris-moi tel archétype, c'est quoi ses caractéristiques, tout ça. Et là où je suis bluffé, il me dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une simulation ? Et là, d'un coup, parce que le livre, il le connaît, il l'a lu. Donc, s'il l'a lu, il est capable de l'intégrer, il connaît il est capable de le résumer, et il est capable de l'interpréter. Et d'incarner le personnage. Et là, il me dit, si tu veux, je me mets dans tel archétype, on est en train de discuter, voilà ce que je te dis, comment tu réponds ? Et tu actives l'audio et tu peux avoir une vraie discussion. Et tu peux avoir une vraie discussion si tu as envie. Et là, je commence, je lui fais ma réponse, je dis, qu'est-ce que tu penses de ma réponse ? Il me dit, ah, sur ça et ça, c'est très bien, tu l'amènes sous tel angle. Si tu veux être plus dans telle couleur, je t'invite à regarder les choses comme ci, comme ça. Et il te fait le coach, en fait. C'est-à-dire qu'il t'amène la connaissance. Et il te permet de la mettre en œuvre tout de suite. Ouais. Et en audio, si tu veux. Donc pour toi, le prompt engineering, au final, ça va pas être tant que ça un métier parce que l'IA n'aura pas besoin de notre précision de prompt. Si tu veux faire des sujets très précis, si tu veux développer un agent, oui, il y a quand même un sujet autour de ça. Mais je crois que c'est plus... Le sujet pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est plus l'aisance avec l'IA et de ne pas se limiter dans les cas d'usage qu'on peut avoir. Après, si aujourd'hui tu développes un agent, oui, je sais que c'est hyper important et que tu vas passer peut-être des heures à tuner ton prompt parce que il y a cette question de la répétabilité de la performance où on veut qu'il prenne des décisions, mais on aimerait qu'il prenne toujours la même. Ah, t'es gentil, mais si tu lui donnes le pouvoir de prendre une décision, il va prendre une décision. Donc, tu as intérêt à bien le cadrer pour que la décision tombe dans la zone qui te convient. Donc oui, là, ça va rester un sujet. Maintenant, dans l'usage professionnel, au sens de tu échanges et tu communiques avec une IA, il y a quelques mois, je pensais que ça devenait une vraie compétence à part entière. Je pense que ça reste important, mais peut-être moins aujourd'hui parce que justement, ces IA, elles sont capables de comprendre l'intention. Et d'une finesse, moi, qui est impressionnante. Qui est ultra impressionnante. Parfois, je lui demande, j'ai dit à ChatGPT, j'ai dit, tiens, j'ai eu cette phrase. J'ai entendu cette phrase, je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne, mais je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux m'aider ? Tu peux être sûr qu'il te décortique le truc, mais d'une finesse qui est hallucinante, quoi. Non, effectivement, c'est fou. Donc, oui, donc effectivement, un gros changement de paradigme dans le secteur. Merci beaucoup, Benoît, pour cette discussion. C'était extrêmement riche. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. Donc, tu as déjà donné l'usine à trombone, mais est-ce qu'il y aura un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? L'usine à trombone. Est-ce qu'il y en a un autre que tu as envie de partager, du coup, parce que tu as déjà grillé une cartouche ? Ah, mince. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quelque chose sur l'IA ? Non, c'est vraiment la ressource qui m'a fait shifter. Ok. On mettra bien évidemment ton podcast. C'est gentil. Que tu as repris. Non, je sèche là. Je vais rester sur l'usine à trombone. Ça marche. Et dernière question, la plus importante, à laquelle tu as déjà répondu à ce micro, mais je te la repose quand même. Au cas où ça a échangé avec l'IA, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je ne comprends même pas que ce soit encore une question aujourd'hui. Espace, évidemment. Très bien. Mais rassure-moi, j'avais déjà dit ça quand tu m'avais invité. Il faudra que je regarde les stats. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Et merci à tous d'avoir participé à cette conversation. Donc voilà, effectivement, on a un métier qui est en pleine mutation. Faut pas en avoir peur, c'est au contraire l'occasion de découvrir plein de choses. Faut effectivement se mettre à l'IA, pas que en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que producteur, ou en tout cas l'intégrer dans l'ensemble de vos services. Il y a des trucs top à faire. Allez jouer avec LangChain, je vous jure, c'est une super expérience. C'est vraiment hyper fun. Et faites du LangChain avec un curseur à côté, vous verrez. C'est encore plus phénoménal. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.